Et nous vous proposons à présent un focus sur le volet juridique nécessaire à l'acquisition, mais aussi à la conservation ou à la transmission d'une œuvre d'art. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être accompagnés tout d'abord par Olivier Debac. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat à la Cour au sein du cabinet également Debac Bellec. Vous allez nous expliquer un petit peu tout le travail préparatoire juridique lorsqu'on on veut acheter une œuvre d'art. Mais juste avant, on a le plaisir d'accueillir également Pierre Dedieu. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Avec vous, on va voir plutôt les aspects fiscaux de l'acquisition, mais aussi surtout la transmission d'une œuvre d'art. On va commencer avec vous, Olivier Debac. Quand on a identifié, trouvé l'œuvre que l'on a envie d'acheter pour commencer ou pour continuer à construire sa collection, il y a un volet juridique qu'il ne faut pas sous-estimer. On doit chercher la provenance, on doit s'assurer de l'authenticité et on doit même s'assurer que ça n'est pas un bien spolié. Et c'est là, finalement, où l'expert juridique entre en jeu pour sécuriser quelque part l'achat. Oui, tout à fait. Alors, il y a des démarches simples qu'on fait tout seul. C'est d'abord de s'adresser à des professionnels respectables, de demander des descriptifs précis des œuvres avec l'état de l'œuvre, l'attribution exacte, une liste de provenance. Ça, il faut l'exiger. Le décret de 81 sur la description des objets d'art vous permet d'exiger que toutes ces spécificités soient incluses dans la facture. D'accord. Et vous avez un contrat solide avec des engagements sur ces aspects-là. Ça veut dire que la personne qui vous vend, même si que ce soit un galeriste ou le particulier, s'engage en disant la provenance, moi je vous certifie que c'est de tel endroit. Alors, elle s'engage sur son descriptif, mais ce qui est important et que les gens ne savent souvent pas, c'est qu'on peut exiger du professionnel que la facture ou le contrat de vente comporte un descriptif précis sur tous ces aspects. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exacts, ça veut dire qu'il y a un engagement précis. D'accord. Et si c'est flou, il ne faut pas y aller. D'accord, déjà c'est le premier, Voilà. c'est le premier élément. Si c'est flou, si on refuse de mettre des éléments précis sur la facture, c'est que on se pose une question parce que le risque c'est quoi? C'est d'acheter un faux. Alors, s'il y a des réserves trop vives sur l'état des restaurations, on vous dit attribué à, ça veut dire que l'œuvre n'est pas nécessairement authentique. Il faut faire attention, on peut acheter, mais au moins on sait qu'il y a des réserves. D'accord. Et le risque, ça peut être en amont un problème de provenance. Pour des œuvres antérieures à la Deuxième Guerre mondiale, il y a évidemment la question des spoliations. Sur des œuvres de grande valeur, il faut vraiment vérifier. Et aujourd'hui, Parce que ça c'est une obligation de vérifier si c'est pas une œuvre spoliée aujourd'hui. alors, c'est en train de devenir une pratique de marché que de vérifier en amont des ventes la provenance quand on a un vendeur professionnel. Et si jamais la provenance montre que, ou en tout cas la provenance n'est pas totalement claire, qu'est-ce qui se passe pour l'acheteur? Et il faut faire un audit précis, et évaluer les risques et décider en fonction de ces risques si on achète ou si on n'achète pas. Donc si vous consultez les grosses bases de données de biens spoliés et que l'objet ressort, évidemment on n'y va pas. Si vous le trouvez nulle part, vous aurez quand même fait un certain nombre de diligences et vous pouvez décider d'y aller. Et sur l'aspect authenticité, j'y reviens parce qu'il y a vraiment ce sujet provenance. Alors, ce sujet provenance, c'est de pouvoir tracer finalement toute la vie de l'œuvre en fonction de ses différents propriétaires. Il y a le fait que ça ne ressorte pas sur les listes de biens spoliés. Sur l'authenticité, comment est-ce qu'on s'assure juridiquement? Est-ce qu'il y a des manières de s'assurer juridiquement qu'on achète un authentique, entre guillemets? Alors, le commissaire-priseur et son expert, le marchand, s'engagent sur l'authenticité. Donc, Bien sûr. déjà, il y a un engagement contractuel. Travaillons avec des gens sérieux déjà. Pour commencer. Et ensuite, il faut faire des vérifications. Alors, pour les œuvres d'artistes vivants ou de l'art moderne, on essaie d'obtenir un certificat d'authenticité du comité de l'artiste, de la succession, etc., qui sont vraiment le sésame aujourd'hui que beaucoup exigent. D'accord, donc ça permet effectivement de clarifier un petit peu. Vous, quand vous accompagnez des clients sur tous ces aspects-là, c'est des démarches qui sont simples ou au contraire, parfois, ça peut venir complexifier une acquisition? Alors, ce ne sont pas des démarches extrêmement compliquées, il faut juste faire des due diligence et vérifier que pour l'authenticité, pour la provenance, on a les justificatifs qui vont bien. Et si on ne les a pas, faire des démarches complémentaires, consulter un expert, aller faire des recherches. Dans les bonnes maisons, elles sont faites en amont. Et le mieux, pour vendre en tout cas, c'est de faire tout ça en amont pour que l'acheteur potentiel soit sécurisé et il ait une documentation à disposition le cas échéant. Parce que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce qu'on évoque là,
c'est un sujet quand on est acheteur, mais si jamais on veut revendre l'œuvre demain, on sera face aux mêmes problématiques de transparence vis-à-vis du futur acheteur. Alors, le sujet est vraiment intéressant parce que nous, ce qu'on dit à nos clients acheteurs, c'est demander en amont de l'achat toute la documentation disponible et gardez-la soigneusement pour la revente parce que ça va avoir un impact. Quand vous voudrez revendre, on va vous faire ces mêmes diligences, donc vous aurez les documents disponibles et les vérifications seront hyper simples. Et vous verrez tout à l'heure aussi qu'avoir ces justificatifs a un impact fiscal très favorable. Donc oui, il faut vraiment constituer un dossier et le garder œuvre par œuvre soigneusement. Pierre de Dieu, fiscalement, quand on veut acheter une œuvre d'art, est-ce qu'on doit, dès le début, anticiper les aspects fiscaux de la détention de cette future œuvre d'art ? Ce n'est pas une nécessité absolue, mais c'est préférable, surtout quand on atteint un certain volume de collection. Donc une fois que les démarches préalables à l'achat ont été faites avec mon confrère, eh bien, c'est bien de se poser la question du cadre de cette acquisition. Est-ce que le contribuable, en tout cas la personne, va acheter dans un esprit de collectionneur avec la volonté de pérenniser sa collection, ou est-ce qu'il va être animé d'une intention spéculative et de la recherche de profit à la revente ? D'accord. Parfois, ça peut être les deux et c'est là que c'est le plus compliqué. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change concrètement ? C'est fiscalement que c'est pas interprété de la même manière ? Le régime n'est pas du tout le même. Et donc, lorsqu'on est, par exemple, investisseur à titre individuel avec ses fonds personnels, si vous avez une démarche de collectionneur, on sait qu'il n'y a pas déjà d'ISF, donc c'est plutôt intéressant. Mais à la revente, eh bien, il y a un régime qui est normalement la taxe forfaitaire sur les œuvres d'art de 6,5% de la valeur du bien. Quand on n'est pas en capacité de justifier la date et l'origine de l'acquisition. D'où l'intérêt des recherches en amont, bien sûr. C'était ce à quoi faisait référence mon confrère. Et alternativement, on peut opter pour le régime de droit commun sur les plus-values sur biens meubles qui procure une exonération progressive et qui est atteinte après 22 ans de détention, encore une fois, dûment justifiée. D'accord. Alors là, pour être très clair, c'est en gros, si je caricature, si vous avez tous les éléments qui permettent de certifier l'authenticité, la provenance, vous pouvez du coup prétendre à une fiscalité plus précise sur votre œuvre et donc cette exonération au bout de 22 ans de détention. Si c'est un tout petit peu flou, globalement, c'est les 6,5% qui s'appliquent sur la valeur de vente, c'est ça ? C'est exactement ça, et avec le piège que si vous commencez à manifester une activité de revente qui devient un peu trop importante, il y a le risque que l'administration puisse requalifier l'activité de collectionneur comme une activité commerciale d'acheteur-revendeur. Donc de galeriste, de professionnel ? Et pour cela, il suffit d'avoir une activité habituelle, caractérisée à deux ventes, et une intention spéculative au moment de l'achat. Et c'est ça qui est très compliqué et très discutable. C'est est-ce que les agissements de la personne, les modalités d'acquisition, l'expertise, le fait qu'il s'accompagne d'un professionnel et qu'il y a un partage de la plus-value sur sa démarche d'achat peuvent révéler une intention spéculative. Et si jamais l'administration rentre dans ce type de redressement, c'est un peu la catastrophe parce qu'il y a des textes très sévères avec 10 ans de prescription, donc on peut revenir 10 ans en arrière, des pénalités de 80%, possiblement du pénal automatique dans ce qu'on appelle une activité occulte. Alors, pour bien comprendre, on a le droit d'avoir cette activité-là, simplement on ne peut pas le faire en tant que particulier, il faut créer une société pour ça ? Alors, soit on spontanément, quand on se rend compte qu'on a franchi un peu le Rubicon et on a changé de dimension dans son activité, on peut choisir de régulariser soi-même les profits qu'on a pu réaliser les années précédentes. Et effectivement, à l'amont, on peut se dire que peut-être le véhicule le plus adapté, si on sait qu'on va avoir une démarche spéculative ou si on sait qu'on va l'avoir au moins sur un certain pôle d'œuvres alors que d'autres ont vocation à être plutôt affichés sur les murs, c'est de scinder et d'avoir des œuvres à titre personnel dans une démarche de collectionneur et des œuvres en société commerciale dans une activité achat-revente taxée à 25% et avec de la TVA. Alors, tous les professionnels de l'acquisition d'œuvres d'art disent qu'il ne faut pas voir ça comme un investissement, mais si jamais on a envie de faire un coup, entre guillemets, attention, puisque fiscalement, c'est regardé de très près par l'administration fiscale. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, c'est regardé dans les deux sens, puisque en fait, l'administration requalifie des collectionneurs en disant qu'ils sont en fait acheteurs-revendeurs avec une activité commerciale. Et inversement, il arrive que des investisseurs qui souhaitent bénéficier de certains régimes fiscaux applicables en cas d'investissement dans des activités opérationnelles s'appuient sur une activité d'acheteur-revendeur réalisée en société pour dire « Regardez, je suis dans le cadre de ce régime » et l'administration vient leur dire dans ce cas-là « Non, votre activité est patrimoniale. D'accord. Et vous ne pouvez pas bénéficier de ce régime parce que vous n'avez pas tous les signes extérieurs de professionnalisation de cette activité d'achat-vente d'œuvres d'art. »
Un mot des aspects transmission, quand on est un particulier, pour le coup, qu'on a une collection établie. Il y a une administration fiscale qui est de plus en plus équipée sur la valorisation du patrimoine aujourd'hui, Pierre de Dieu, et qui sait précisément, ou en tout cas de plus en plus précisément, à quoi correspond réellement la valeur vénale du patrimoine. Vous êtes bien renseigné parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on a de plus en plus d'attaques. L'administration, en fait, s'estime en capacité désormais, sur la base notamment de plateformes, de bases de données sur les ventes publiques, de remettre en cause des valorisations d'experts sur les œuvres d'art. Et donc, on a des attaques frontales sur des requalifications, sur des donations ou des successions, et qui risquent de se faire de plus en plus présentes. On avait la crainte qu'avec l'introduction aussi de la taxation des holdings sur les œuvres d'art à 20%, heureusement, qui ont été enlevées en dernière minute, on ait ce type de discussion récurrente désormais sur la juste valorisation des œuvres d'art, qui est un exercice compliqué. Comment on fait dans ces cas-là pour s'aligner avec l'administration fiscale sur la valorisation de son patrimoine quand on a envie d'anticiper et d'éviter d'avoir un redressement au bout ? Alors, dans le cadre des discussions avec l'administration, ce qui est intéressant, c'est que l'administration elle a une approche plutôt quantitative. Elle raisonne un petit peu comme en matière immobilière. Nous, c'est des raisonnements auxquels nous sommes habitués. Donc, l'avocat fiscaliste va pouvoir s'opposer et contester les méthodes. Mais il est important de s'adjoindre aussi une dimension qualitative, esthétique, historique de l'œuvre d'art. Et là, c'est de ne pas être juste avec un fiscalisme, mais souvent accompagné d'un expert qui va apporter cette dimension que l'administration a plus de mal à évoquer dans ses redressements. D'où l'intérêt de bien acheter ces œuvres d'art dès le début et surtout avec toute la documentation nécessaire, comme nous le disait Olivier Debac il y a un instant. Merci messieurs, merci Olivier Debac, merci Pierre de Dieu de nous avoir accompagnés dans cette émission, et on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.